Donc, rebonjour à tous. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Nous en sommes au deuxième webinaire de la séance d'aujourd'hui sur le thème des inondations. Donc, le second webinaire qui s'intitule Tableau de bord spatiaux des conséquences socio-économiques et populationnelles dans des territoires inondables, projet mené par Yannick Aymon de l'UQAM en collaboration avec Benoît Robert de la Polytechnique. Ce projet-là a été financé dans le cadre d'un appel à projet d'une collaboration entre Ouranos et le réseau RISC. Donc, tout comme pour le premier webinaire, là, avant de laisser Yannick prendre la parole pour présenter, je vais laisser quelques mots d'introduction à Stéphane Lajoie du réseau RISC. Merci beaucoup, Alexandrine. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Stéphane Lajoie. Je suis le conseiller scientifique à risque. Je vais brièvement présenter le risque, même si la majorité de vous en connaîtraient déjà pour arriver à l'appel de projet et puis introduire le projet de professeur Yannick Aymon. Mais le réseau d'inondation intersectoriel du Québec, c'est un réseau intersectoriel, comme ça l'a dit, et interuniversitaire, financé par les fonds de recherche du Québec, dont le principal objectif est de contribuer au développement de recherche transdisciplinaire de pointe sur les risques d'inondation et leurs conséquences dans un contexte de changement climatique. Notre mission, c'est de contribuer à la réduction des risques d'inondation et de leurs conséquences et de faciliter la résilience des organisations, des communautés et des individus face à ces événements qui sont en voie de s'aggraver en raison de ces changements climatiques. Nous favorisons l'émaillage entre la société civile, les universités par des actions conjuguées des chercheurs académiques et des différents acteurs tels que les ministères, les municipalités, les organismes publics ou communautaires, et on s'appuie sur de nouvelles connaissances en sciences et technologies, sciences humaines et sociales et de la santé pour élaborer des solutions concrètes et durables. Maintenant, le risque et Uranus se sont unis dans ces appels à projets pour renforcer les collaborations sectorielles structurantes entre les chercheuses et chercheurs et divers partenaires et favoriser le développement de connaissances sur la spatialisation des inondations au service, entre autres, de la résilience des organisations et des communautés. S'appuyant sur le fait que l'info-crue porte sur la cartographie de l'aléa inondation et que le risque se concentre sur l'intégration intersectorielle des connaissances liées à la gestion des risques d'inondation, cet appel portait sur le développement des connaissances et des approches pour la cartographie du risque lié aux inondations qui intègrent une meilleure compréhension de l'aléa et des contextes de vulnérabilité et d'exposition. Parmi les 3 projets sélectionnés et financés dans cet appel à projet conjoint Risque Uranus, le professeur Yannick Aymon a travaillé avec son équipe sur le développement de tableaux de bord spatiaux des conséquences socio-économiques et populationnelles dans les territoires inondables. Ces tableaux de bord ont été testés et validés sur le territoire des 2 partenaires de projet, soit le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec et le Centre local de développement de Brome-Missisquoi. Merci à Yannick d'avoir accepté de venir présenter aujourd'hui le résultat des travaux de son équipe. Merci Stéphane pour l'introduction de notre collaboration. Donc, avant de laisser la parole à Yannick, je vais le présenter. Yannick Aymon est professeur en résilience, risques et catastrophes au département de géographie de l'UQAM depuis 2019. Il est responsable des programmes de deuxième cycle en résilience, risques et catastrophes de l'UQAM. Il est membre du comité scientifique et responsable de l'axe résilience aux catastrophes de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humaine. Il est également certifié Associate Member of Business Continuity Institute et facilitateur Lego Seriously. Ses intérêts de recherche sont la gestion des risques, l'anticipation et la résilience des organisations. L'objectif étant de développer des outils pour accompagner les gestionnaires dans la prise de décision et l'évaluation de la capacité de leurs organisations à fonctionner dans un environnement dynamique.
Yannick a collaboré avec le professeur Benoît Robert de la Polytechnique, qui est ingénieur civil de formation et professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal. Il fonde en 2000 le Centre Risque et Performance, un centre de recherche spécialisé dans l'étude des interdépendances et des effets dominos entre systèmes essentiels. Avec de multiples organisations privées, gouvernementales et municipales, il développe une méthodologie d'évaluation et de diagnostic de la résilience organisationnelle. Il développe également le concept d'espace de résilience multi-organisationnelle face à la dépendance à des ressources critiques comme l'énergie, l'eau, les télécommunications sur un territoire. En plus de ses activités de recherche, il enseigne la gestion des risques technologiques, la planification des mesures d'urgence, la planification de la continuité opérationnelle et l'ingénierie de la résilience organisationnelle. Donc, Yannick, la parole est à toi. Merci beaucoup, Alexandrine. Merci, Stéphane, aussi pour l'introduction. Et merci à tout le monde d'être là. C'est tout le temps, quand il y en a deux comme ça, on se demande tout le temps est-ce que ça va descendre à 10 personnes au deuxième webinaire, mais visiblement non. Donc, les gens sont restés ou des nouvelles personnes sont apparues. Donc, c'est toujours intéressant. Merci à Ouranos aussi de nous permettre de faire cette présentation-là aujourd'hui. C'est très apprécié de pouvoir présenter en fait le fruit d'un travail de 2 ans en fait, qui a permis en plus de former des personnes étudiantes à travers ça. Donc, on va vous présenter ça le plus exhaustivement possible, si je peux dire. Benoît est là avec moi aussi pour pas que vous endormiez avec ma voix monotone. On va essayer de varier les plaisirs de cette façon-là. Donc aujourd'hui, on va vous parler en fait du travail méthodologique, de ce qu'on a fait derrière cette création de tableaux de bord spatiaux des conséquences socio-économiques et populationnelles dans des territoires inondables. Vous allez voir, on n'a pas pu nécessairement tout faire qu'est-ce qu'on aurait voulu avec le côté populationnel, mais vous allez voir jusqu'où on a été et ce qui est toujours en marche là, avec ce côté-là. Un petit rappel du projet. En fait, on avait 4 objectifs. Donc, en premier, on voulait développer une méthodologie spécifique, en fait, d'évaluation des conséquences sur les populations et les activités économiques locales. Vous allez voir aussi avec l'approche méthodologique qu'on prend, là, on est beaucoup axé sur les conséquences que l'événement génère et non l'événement en soi. On voulait aussi développer des tableaux de bord de gestion des conséquences sur des territoires, développer des indices spatiaux de vulnérabilité populationnelle et socio-économique et valider les tableaux de bord avec les deux partenaires. Donc, ça, c'est un peu le rappel des objectifs très ambitieux qu'on avait là, sur 2 ans. On s'est rendu compte que ça demandait beaucoup d'efforts et beaucoup d'implications aussi de la part de nos partenaires. On va vous raconter cette belle histoire-là là, tout au long du webinaire. Donc, juste un petit rappel de l'équipe de projet. Aujourd'hui, nous sommes deux, mais il y avait aussi 2 autres acolytes avec nous. Bruno Haggard du département Magie. Magie, c'est pas comme pour Poudlard ou Harry Potter, là, c'est mathématiques et génie industriel à Polytechnique Montréal. Et Olivier Caron, un de mes collègues au département de géographie à l'UQAM, spécialisé en géomatique. On a eu la chance d'avoir 2 personnes étudiantes avec nous, donc Valérie Vermeulen, qui est mon étudiante au doctorat, et Ulysse, en fait, qui est l'étudiant Benoît, là, au département de magie, qui a pu faire sa maîtrise, en fait, son projet de maîtrise grâce à ce projet-là. Et Valérie a pu, en fait, contribuer à tout ce qui est la notion de vulnérabilité et conséquences populationnelles. On avait aussi deux partenaires. On avait le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec et le Centre local de développement d'Avron-Missisquoi qui se sont beaucoup investis en argent pour certains et beaucoup en temps pour les deux. Donc, c'est très apprécié à ce niveau-là également. Ça, c'est toute l'équipe qu'on avait à travers ça. Pour l'approche méthodologique, je vais vous ramener à un ouvrage que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, le livre qui a été écrit là, sur les inondations au Québec, qui est paru il y a déjà 2 ans, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est 2022. Si je ne me trompe pas. Donc, où on présentait en fait l'approche par conséquence qui a été adoptée
qui a été adopté dans ce projet-là. En fait, qu'on adopte, là, c'est Benoît qui a développé ça il y a déjà quelques années. Et ayant fait ma maîtrise et mon doctorat, j'en suis devenu un adepte et un disciple de cette approche. Donc, on l'a bien utilisé à l'intérieur du projet. Et en fait, l'approche par conséquence, qu'est-ce qu'elle nous permet par rapport aux autres approches qui parfois sont centrées plus sur les aléas? Eh bien, notre approche par conséquence permet justement d'être multi-aléas. Donc, oui, des territoires inondables, mais en fait, c'est des zones de contrainte. Puis la contrainte peut être, oui, une inondation, mais ça peut être une inondation parce que le cours d'eau déborde, mais ça peut être aussi ce qu'on a connu cet été avec débit, hein, trop de pluie. Ça peut être des glissements de terrain, ça peut être peu importe qu'est-ce que c'est en fait. Donc, c'est multi-aléas. Euh, Cette approche-là aussi, elle nous permet vraiment de nous concentrer beaucoup sur les vulnérabilités et ça favorise en fait les connaissances des vulnérabilités sur un territoire. Vous allez voir comment on a procédé là, pour les deux partenaires. C'est concentré également sur la gestion des conséquences parce qu'en bout de ligne, quand l'événement survient, c'est des conséquences qu'on va devoir gérer. Quand on se prépare, mais on se prépare à gérer des conséquences. Parfois, on essaie de penser qu'on va être capable de gérer l'aléa, mais on gère très rarement et très peu l'aléa. En fait, on le subit. Donc, cette approche-là nous permet vraiment de bien se concentrer sur cette gestion des conséquences-là et non pas la gestion de l'aléa. Et ce que ça fait, en fait, un des dommages collatéraux de cette approche-là, c'est que ça augmente la collaboration multi-organisationnelle. Donc, ça augmente vraiment de beaucoup. Ça oblige, en fait, au-delà d'augmenter, là, ça oblige de travailler de façon multi-organisationnelle. Donc, on ne peut pas travailler seul de notre côté à développer différents modèles et tout ça. On doit vraiment asseoir tout le monde autour de la table avec tous les défis que ça peut apporter là, d'avoir un paquet de partenaires là, quand on veut faire des projets de recherche. Mais c'est la force, en fait, parce qu'après ça, ce qu'on développe est utilisable et utilisé par nos partenaires à ce niveau-là. Donc, si j'ai bien compris le concept, là, on va présenter. Donc, s'il y en a qui ont des questions en cours de route, là, vous pouvez les noter ou déjà les mettre dans le clavardage, puis on pourra y répondre à la fin, lorsqu'on a déjà prévu une bonne période de questions-réponses à la fin. Donc, ce qu'on va vous faire, en fait, on l'a séparé en deux, les conséquences populationnelles et les conséquences socio-économiques. Donc, on va y aller. En fait, les conséquences populationnelles, ça a été la partie du projet qu'on a travaillé avec le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec. Et en fait, ce qu'on cherchait à faire, c'était de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe quand une inondation survient, en fait, quand un aléa dans ce cas-ci, les inondations surviennent et comment ça affecte la population et quelles sont les vulnérabilités qui sont en place. Donc, pour pouvoir faire cette partie-là, en fait, ce qu'on a fait, on a fait un premier atelier de travail avec la ville pour mieux comprendre leurs besoins, les besoins de la ville en termes de conséquences populationnelles, de compréhension de la vulnérabilité et tout ça. Ça nous a permis de produire un état des connaissances à partir de là. On a été voir aussi beaucoup dans la littérature les différents indices qui existaient au niveau populationnel. Donc, on est beaucoup sur des données sociodémographiques. On est beaucoup sur des vulnérabilités très statistiques, je vous dirais. Donc, par exemple, niveau de scolarité, l'âge, il y a le genre aussi. On a les conditions économiques. Donc, ouais, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je ne sais pas si c'était pour participer ou juste un oubli, mais ça serait gentil de le fermer, s'il vous plaît. Parce que vous allez voir, moi, je suis comme un chat. Si vous me dérangez, je pars dans une autre direction, puis là, je suis complètement perdu. Donc, l'atelier a permis de comprendre ça, a permis de voir aussi que la ville utilise ces données-là, ce qui nous a permis de comprendre aussi qu'on n'était pas très connecté avec ce qui se passait sur le terrain. Est-ce que ces indicateurs-là sont vraiment des indicateurs probants ou on fait juste répéter ce qui se fait dans le passé et tout ça? Donc, l'idée qu'on a eue, en fait, avec la Ville, c'est de travailler avec les organismes communautaires pour mieux identifier, en fait,
Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans la littérature quand on a fait notre état des connaissances, c'est que les organismes communautaires sont comme les porteurs de ces vulnérabilités-là, sont comme les responsables de ces vulnérabilités-là sur un territoire. C'est eux aussi qui possèdent la connaissance réelle des vulnérabilités. Ils possèdent également les connaissances sur les conséquences qu'engendrent ces événements-là en fonction des vulnérabilités, tout dépendant qu'ils soient en santé mentale, euh, même en intégration, en emploi. Donc, bref, tous les organismes communautaires auxquels vous pouvez penser. Donc, on a organisé un atelier de travail avec eux pour mieux identifier leurs contributions possibles et les ressources nécessaires, en fait, pour ces contributions-là. Ça a été très enrichissant. Ça nous a permis de comprendre qu'ils contribuent déjà, mais pas dans tout le spectre, en fait, de la gestion des catastrophes ou de la sécurité civile. Ils sont beaucoup en intervention. En fait, ils sont un peu en intervention, beaucoup en rétablissement. Là, l'image que j'utilise tout le temps, c'est que souvent, notre préparation, notre planification et notre intervention va comme briser l'humain en arrière de ça. Et après, on leur file à l'organisme communautaire, puis on lui dit, excuse-nous, on l'a brisé, est-ce que tu peux le réparer? Bon, parfois, il se répare, parfois, il ne se répare pas. Ou il ne se répare pas complètement. Donc, on a travaillé beaucoup avec eux là-dessus, comprendre aussi les ressources qu'ils ont besoin, pour se rendre compte, en fait, qu'ils ont besoin d'être impliqués beaucoup. Donc, on n'est pas dans des ressources nécessairement, oui, plus d'argent, plus de matériel, comme toujours, mais aussi une implication plus grande. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous a permis de travailler là-dessus, de voir aussi la notion de zone d'intervention, qui existait aussi beaucoup déjà d'outils pour les cartographier sur un territoire, mais qui nous manquait de l'information en termes de gestion des conséquences que ça pouvait occasionner. Donc, on s'en allait vers ça, mais il y a divers enjeux, en fait, divers enjeux n'ont pas permis d'aller plus loin. Euh, donc, que ce soit des changements organisationnels, à la Ville de Québec aussi, qui est arrivé. On ne pensait pas que essayer d'identifier un secteur comment dire, serait problématique. Donc, on a eu, on voulait aller travailler dans des secteurs là, on est enregistré, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais qui n'étaient pas nécessairement la priorité, si on veut, ou à mot couvert, n'ont pas voté du bon côté, mais je l'ai dit peu fort, donc ça devrait être correct. Mais bref, il y a eu beaucoup d'enjeux pour identifier ces organismes-là, les différentes tables qui existent, voir aussi tout l'aspect politique. Donc, bref, on s'est rendu compte que travailler sur les vulnérabilités populationnelles et les conséquences populationnelles, c'était beaucoup plus complexe qu'on pensait. Ça explique peut-être pourquoi aussi on se concentre beaucoup sur des données sociodémographiques. C'est beaucoup plus simple. Mais en fait, ça couvre qu'une partie de la problématique de pouvoir faire ça. Donc, euh, on a quand même quelques résultats. Ils ne sont pas nécessairement cartographiques, mais ils sont très importants pour la suite. En fait, un des résultats, c'est qu'il faut les intégrer au système de sécurité civile parce qu'ils sont la clé, en fait, pour comprendre et gérer les vulnérabilités de la population. Il y a divers outils qui sont en place qui permettent d'identifier les innovations possibles, notamment des zones d'intervention, des catégories de services à faire et un support qui est nécessaire à travers tout ça. Donc, les outils qui sont déjà en place vont pouvoir être exploités et on va pouvoir venir les enrichir avec les résultats qu'on a eus à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que oui, il faut les intégrer, mais une mobilisation de ces organismes est nécessaire pour une meilleure prise en charge de la population sur un territoire. Donc, s'ils ne sont pas intégrés et mobilisés, parce que c'est une chose de les intégrer, de leur dire, OK, parfait, vous pouvez être assis à la table, mais il faut quand même les mobiliser. Les mobiliser, ben, ouvre la porte à du financement, ouvre la porte à des partenariats, ouvre la porte à plein de choses. Et c'est ce qui va permettre une meilleure prise en charge de la population sur un territoire. Donc, ça, c'est les résultats au niveau des conséquences populationnel qu'on a eu. Donc, vraiment intéressant, mais à continuer de développer et de travailler à ce niveau-là. Et je vais passer la parole à Benoît pour, entre autres, en profiter pour prendre une bonne respiration. Donc, Benoît, tu peux y aller? Bon, merci. Donc, le volet conséquences sur les activités économiques locales a été quand même réalisé toujours en commun. Il y a pas, c'était pas deux volets étudiés complètement séparément.
On l'avait pris plus au niveau de mon étudiant à Polytechnique, puisqu'on avait déjà commencé certains travaux à ce niveau-là. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît? Euh, donc, au niveau pour l'évaluation des conséquences sur les activités économiques locales, on a beaucoup travaillé avec le CLD de Brome-Missisquoi, qui donc est très implanté dans son milieu pour aider et favoriser, valoriser un peu tout le développement économique sur la région. Et quand on a commencé à travailler, il y a eu beaucoup de problématiques, je pense que vous vous en souvenez un petit peu, avec toutes sortes d'aléas, des pluies, des vents, qui ont fait qu'à chaque fois qu'il y avait un aléa naturel, même des inondations, on se retrouvait à avoir des impacts directs sur des systèmes essentiels, que ce soit de l'eau potable et aussi l'électricité qui est aussi un enjeu particulier dans la région de l'Estrie. Donc, on s'est rendu compte que au-delà des zones purement inondables, il y a des conséquences sur ces systèmes essentiels qui génèrent beaucoup plus de conséquences, surtout au niveau économique, et sur des zones beaucoup plus importantes que celles de l'aléa directement. Donc, en regardant un peu ça, on s'est rendu compte que la dépendance à l'électricité générait vraiment des vulnérabilités au niveau des opérations dans les industries, dans les entreprises, au niveau agricole et autres. Donc, on s'est beaucoup plus réorienté cette notion de dépendance à l'électricité. Évidemment, il y a aussi un autre contexte climatique qui est la notion de changement climatique avec des politiques vers la transition énergétique vers l'électricité. On ne rentrera pas dans le débat, mais on sait que, il y a peut-être des soucis au niveau énergétique par rapport à la fourniture d'électricité sur le territoire et que donc les organisations qui veulent faire cette transition énergétique vont se générer des nouvelles vulnérabilités. Bref, on a commencé à aborder un peu plus ce volet d'un point de vue plus global. Donc, par rapport à ça, donc le côté conséquences, comme disait Yannick dans l'approche qu'on avait, donc on s'est concentré sur les conséquences qui étaient beaucoup plus la dépendance à l'électricité. Et on a donc développé des tableaux de bord par rapport à cette problématique. On travaillait sur des pannes électriques de plusieurs jours, voire semaines. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît? Donc, les tableaux de bord, quand on a commencé à travailler la notion de conséquences économiques, donc les tableaux de bord ont été basés sur la notion du concept de marge de manœuvre qui a été développé aussi, d'ailleurs, avec Delphine Micoulot, avec la ville de Québec aussi, donc, on considère donc une panne de plusieurs jours et on regarde l'évolution temporelle des conséquences sur les opérations de l'organisation. On évalue un petit peu l'impact sur la possibilité de continuer en mode dégradé ou non les activités industrielles. Et on intègre évidemment des mesures de protection qui sont généralement des génératrices ou des batteries. Et les génératrices, il y a toutes sortes de génératrices au gaz, au fioul. Donc, ça génère ensuite d'autres dépendances, d'autres vulnérabilités sur un territoire, puisque la ressource pour ces génératrices n'est pas obligatoirement toujours disponible. Donc, on a intégré ces mesures de protection et on a pu analyser les stratégies au niveau des acteurs économiques locaux, de leur transition vers l'électricité pour les amener ou voir avec eux comment ils pouvaient gérer un petit peu cette nouvelle vulnérabilité. Donc, tu peux changer, s'il te plaît, Yannick? Donc, on a travaillé avec le CLD et de plusieurs représentants d'industries diverses sur le territoire donc de Brome-Missisquoi. Il y avait évidemment, on sait qu'il y a des parcs industriels qui peuvent être importants. Il y avait au niveau du transport, il y avait des industries primaires. Il y avait des agricultures, des CHSLD, bref, évidemment le tourisme
une bonne représentation, une bonne représentativité des activités économiques sur le territoire. Et on a fait donc avec ces industries ou ces participants, demander un petit peu de faire des graphes, donc leur dépendance à l'électricité, pour voir s'il y avait des seuils critiques. Et aussi, un des objectifs, c'était pour le CLD d'évaluer, lui, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il peut faire pour mieux gérer ses vulnérabilités ou aider dans la mesure, dans les prises de décision. Et quand on regarde un petit peu donc, les tableaux, donc on voit qu'il y a des seuils qui sont plus critiques que d'autres. Donc après 48 heures, on voit qu'il y a vraiment une augmentation au niveau des impacts économiques. Donc on a une caractérisation du territoire, ça nous donne cette marge de manœuvre et on va pouvoir donc planifier des mesures de protection. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Et donc, évidemment, l'une des choses qu'on a, c'est les génératrices qui ont en règle générale une autonomie initiale, hein. Donc, en regardant ça, on peut voir aussi qu'il y a deux paliers importants où il va y avoir des besoins d'énergie pour réalimenter ces génératrices, dont entre autres le gaz. Et donc, il y a des producteurs de gaz qui sont impliqués là-dedans parce qu'eux, ils se retrouvent à avoir une augmentation de leur consommation, mais ils sont aussi sur le territoire qui est affecté par l'électricité. Donc, il y a une dépendance, une interdépendance qui est assez importante sur le territoire. Et l'objectif, c'est de comprendre, de connaître, d'identifier ces vulnérabilités afin pour le CLD, de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour aider à prioriser certaines industries et autres changements. On avait abordé aussi la problématique de la transition énergétique, voire un petit peu vers quoi on s'en allait. Donc, il y a 33%, donc un tiers des organisations qui veulent faire une transition énergétique dans un délai de à peu près 2 ans. Donc, ce qui va augmenter à ce moment-là, comme on voit dans les figures, oui, on va mettre plus de génératrices. Donc, ça va changer le portrait sur le territoire. Suivant, s'il te plaît. Donc, le constat qu'on a fait, première chose, c'était vraiment ce qui est ressorti, on revient un petit peu sur la notion de connaissance, mais la connaissance globale de ces vulnérabilités par toutes les parties prenantes était vraiment intéressante à voir. Donc déjà, on va dire les autorités régionales, de connaître et d'identifier ces vulnérabilités qui n'étaient pas obligatoirement chiffrées, c'était important, mais aussi l'ensemble des parties prenantes de comprendre les problématiques des autres, s'apercevoir qu'ils ne sont peut-être pas tout seuls avec leurs problèmes et ils ont mieux compris un peu il pourrait y avoir des enjeux dans la priorisation de mesures de protection, hein. Si on manque de pétrole, ben, on va devoir prioriser qui on va réalimenter avant d'autres. Et ce qui était intéressant, c'est que les entreprises, entre eux, ont commencé à dialoguer pour voir s'ils ne pouvaient pas s'aider, s'il n'y avait pas des mesures qu'ils pourraient faire de prêt d'équipement, prêt de batteries et autres. Et donc, il y a un dialogue qui s'est fait au niveau de cette gestion de cette dépendance. Et à ce moment-là, le rôle du CLD, donc des organismes économiques régionaux, est devenu plus évident. Ils pouvaient apporter un support, un facilitateur, générer de nouvelles connexions, aller générer un meilleur dialogue avec Hydro-Québec. Donc, il y a vraiment il est ressorti un besoin de collaboration et l'objet, c'est de maintenir hein, toujours cette collaboration. Donc, le rôle du CLD a été de voir comment il peut faire ça sur le long terme. Donc, image suivante. Donc, on a intégré, là, c'est quelques images, mais le tableau de bord au niveau de Brome-Missisquoi. Donc là, c'est dans leurs outils directement. Les industries ont en temps réel leur dépendance, leur vulnérabilité, et le CLD a donc un portrait en temps réel de ces problématiques ou de ces vulnérabilités et peut donc prendre des décisions ou aider l'achat ou la partage de batteries et autres. Et comme on disait, il commence à développer
comment je dirais, un dialogue avec Hydro-Québec, si on fait le changement. C'est que, si vous le savez, donc, il y a eu une nouvelle politique d'Hydro-Québec au niveau vers un Québec décarboné et prospère, hein. On en parle beaucoup au niveau provincial, mais on s'aperçoit, enfin, dans cette politique, dans cette stratégie, Hydro-Québec veut augmenter la résilience des consommateurs d'électricité. Donc, il veut faire des meilleurs dialogues avec les consommateurs et on s'aperçoit que le CLD donc, commence à jouer un rôle de facilitateur avec Hydro pour pouvoir mieux euh, oui, dialoguer, voir comprendre les contraintes qu'il y a, surtout par exemple au niveau agricole, sur le territoire, et aider justement à renforcer la marge de manœuvre des consommateurs, ce qui est aussi dans la politique d'Hydro-Québec. Donc nos résultats, on s'est aperçu qu'on s'intégrait directement dans la stratégie de rétablissement du réseau électrique qui venait d'être diffusé au niveau d'Hydro. Donc, c'était vraiment un résultat intéressant de voir qu'on s'intégrait, disons, dans les nouvelles stratégies québécoises. Donc, on a amené le développement du concept d'espace de résilience multi-organisationnel dédié à la gestion de la dépendance de l'électricité et on l'a appliqué. Je veux dire, c'est pas directement dans le cadre du projet, mais avec un autre étudiant sur les services municipaux sur le territoire de la CMM avec Hydro-Québec. Donc, si tu veux me présenter l'image suivante, donc on a utilisé le concept de tableau de bord pour l'ensemble des services municipaux sur les grandes villes du territoire de la CMM. Donc, Terrebonne, Laval, Longueuil, Montréal. On a une cartographie un peu de style tableau de bord qui a été faite avec Hydro-Québec. Donc, et qui a permis de générer vraiment des dialogues intéressants aussi entre le producteur d'électricité, les systèmes essentiels municipaux et aussi certains systèmes essentiels. Donc ça, c'est une retombée un peu du projet, c'est pas directement comme j'ai au projet, mais c'est une retombée un peu à l'extérieur de ce projet qui est particulièrement intéressant et prometteur actuellement. On travaille sur le développement de cette notion d'espace de résilience qui est très prometteur sur beaucoup de territoires. Je pense que c'est à peu près ça que je devais faire. Donc, je te laisse conclure, Yannick. Parfait. Donc, parfait, c'est bon, Monsieur Fecteau. Donc, en conclusion, on voit que au niveau des résultats, donc on a une nécessité, hein, comme je disais, d'une meilleure intégration des organismes communautaires, humanitaires et bénévoles dans la phase préparation. Donc, avant l'événement, si on veut, pour mieux identifier justement les conséquences. C'est toujours ça l'objectif, hein, vous l'avez vu avec les deux parties. En fait, on veut mieux identifier les conséquences qu'on va devoir gérer, non pas de notre point de vue, mais vraiment du point de vue du partenaire, de ceux qui sont impliqués. Et on les accompagne avec ça. Une autre des conclusions, en fait, c'est que la collaboration avec et entre ces organismes débute par une meilleure connaissance commune de leur rôle et de leurs besoins sur le territoire. Donc, quand on veut travailler sur les vulnérabilités populationnelles, directement avec ces organismes-là qui sont en lien avec ces personnes vulnérables-là, ben, la collaboration est vraiment très importante, mais surtout de connaître leur rôle et leurs besoins. Il y en a beaucoup des organismes communautaires, humanitaires et bénévoles sur un territoire. On a fait un atelier de travail juste pour un secteur dans la ville de Québec et il était une trentaine d'invités. Il y en avait 25, je pense, autour de la table, si ma mémoire est bonne. Là, on était autour de ça. Donc, tu sais, on voit que si on veut amener ça à la ville, ça va en faire beaucoup
d'organismes communautaires qui sont là, mais c'est hyper important et on pense que, en fait, si on avait pu aller plus loin, mais ça aurait été une des parties là, qu'on aurait pu mieux développer à ce niveau-là. Comme Benoît en a parlé, hein, le développement d'espaces de résilience multi-organisationnelle sur un territoire est pertinent, donc on a pu le tester à 2 endroits. Ils doivent être surtout dédiés à des ressources utilisées communes. Donc, quand on travaille dans une approche par conséquence, on est beaucoup sur l'utilisation de ressources versus après ça une ressource qui est fournie par ces organisations-là sur un territoire. Et euh, en fait, ce projet-là, mais en fait, tous les projets qu'on fait là, en termes avec l'approche par conséquence, nous révèlent encore une fois l'importance d'identifier un animateur crédible pour chaque espace de résilience. Dans ce cas-ci, on a travaillé beaucoup avec le CLD. Dans le cadre de la ville, ben, c'est le Bureau de la sécurité civile, en fait. Et ce rôle d'animateur-là n'est pas à prendre à la légère parce que c'est autant dans la construction, mais dans la pérennité de cet espace-là que l'animateur est très important parce que euh, plus, plus l'information qu'on va, tu sais, plus les données qu'on va lui présenter, qu'ils soient agrégées ou pas dans le tableau de bord, plus ils vont lui parler, plus ils vont l'aider en fait dans sa gestion des conséquences, mais meilleure va être en fait cette pérennisation-là avec un animateur crédible. Je voulais terminer. Nous aussi, là, on va vouloir remercier, comme notre collègue auparavant. En fait, merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet. Euh, Habituellement, je ne les nomme pas, comme ça évite d'en oublier. Donc, mais on en a vu au début. Un gros merci. Tu sais, on a des personnes étudiantes qui ont voulu embarquer avec nous dans le projet, qui y ont cru, mais surtout des partenaires. Donc, je vais y aller. On va remonter à l'inverse, là, mais il y a le Bureau de la sécurité civile, puis là, j'ai oublié d'écrire de la Ville de Québec, mais le Bureau de la sécurité de la Ville de Québec, le CLD de Brome-Missisquoi, qui se sont impliqués en temps, en énergie, en argent aussi. Donc ça, c'est très important. Et merci en fait à Risque Ouranos pour l'appel à projet. Merci d'avoir sélectionné notre projet. Ça a permis de faire encore une fois avancer beaucoup les connaissances et les résultats de travaux basés sur une approche qui est très différente, donc l'approche par conséquence. Donc, on est vraiment content à ce niveau-là. Alexandrine, merci beaucoup. Tu nous as enduré tout le long du projet avec Alexandre un peu au début parce que tu avais un meilleur autre projet que celui-là, mais tu nous as enduré. Donc, merci beaucoup. Puis merci au comité de suivi aussi. Là, il y avait plein de monde sur le comité de suivi. Donc, merci. Donc, ça clôt notre présentation et nous avons là, Alexandrine, est-ce que tu veux gérer la période de questions ou tu veux que je continue? Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux vous aider puis vous la gérer si ça vous Parfait, fait c'est bon. plaisir. Mais merci Yannick, merci Benoît là, pour le projet, pour la présentation. C'était éclairant cette présentation-là aujourd'hui. Bon, clairement, qui semble avoir un concept qui nécessite plus d'explications. On a 2 questions dans le chat qui visent à une meilleure explication de cette notion d'espace de résilience. Ouais, alors l'espace de résilience, je passais un peu vite là-dessus parce que je pourrais faire 1 heure présentation directe, mais ça fait partie un peu des retombées je veux dire, après le projet, en lien avec un peu les politiques d'Hydro-Québec, c'est que on s'aperçoit que de plus en plus on demande, hein, puis la loi de la sécurité civile amène aussi ce concept. On a un concept de résilience. Il faut que les utilisateurs, les gens, tout le monde doit être résilient. Et on s'est aperçu que pour être cet espace de résilience, en l'abordant comme on le faisait à partir de cette notion de marge de manœuvre, d'intégrer les mesures de protection dans cette marge de manœuvre, en mettant cela en commun ensemble, donc on avait une possibilité de mieux anticiper les perturbations et de mieux s'adapter lorsqu'il va y avoir une perturbation réelle, justement à la réalité de la gestion de ces mesures. Donc, on est arrivé sur la notion des piliers de résilience qui ont été définis avec le MSP en 2008, qui sont l'acceptation, la planification et l'anticipation, et de travailler en commun pour
avoir une adaptation à la situation réelle. Donc, nos concepts de résilience ont été intégrés dans ces tableaux de bord. Donc, l'image qu'on a du tableau de bord qu'on présentait, là, par exemple, sur la CMM, eh bien, on peut voir que le fait de travailler ensemble améliore la résilience des utilisateurs. Donc, on a appelé ça un espace de résilience. Et il faut comprendre que ça, comme je disais, ça rentre aussi dans la notion de la stratégie d'Hydro-Québec qui dit qu'il faut augmenter la résilience. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est cette notion d'espace que l'on véhicule maintenant. Merci, Benoît. Donc, j'en conviens que c'est à la fois sous le concept de résilience, mais aussi sur l'espace qui est offert de collaboration Ouais. dans cette logique de résilience. Exact. Ben, je vous invite à lever la main s'il y a des questions. J'en vois pas de nouvelles dans le chat. En attendant qu'il y en On ait était trop une bon. qui se lève, j'ai peut-être une... Oh, vas-y, Alexandre, j'irai après. Oui, merci Yannick et Benoît là, pour la présentation. Moi, j'avais une petite question en fait sur le côté conséquences populationnelles. Est-ce que dans les discussions, tu sais, on parle d'identification de personnes vulnérables, est-ce qu'il y a eu des questionnements ou des discussions autour de créer des listes, par exemple, de personnes avec des besoins d'assistance ou certaines vulnérabilités particulières? Est-ce que c'est venu sur la table? Parce que parfois, c'est le genre de choses que la sécurité civile met dans les discussions. Oui. En fait, non, c'est pas venu sur la table pour plein de raisons. La première est vraiment au niveau de la protection de ces données-là. Donc, on n'est pas rentré très en détail là, on n'a pas été jusqu'au bout de la notion d'approche par conséquence, mais quand on travaille, on veut travailler des données qui sont partageables. Pourquoi? Parce que une collaboration, si on veut qu'elle soit effective, en fait, il faut qu'on puisse échanger euh, qu'on puisse échanger, en fait, de toutes ces vulnérabilités-là. C'est pour ça que rapidement, on s'est tourné vers les organismes communautaires, humanitaires et bénévoles qui travaillent directement avec ces populations-là, qui ont déjà ces listes-là, qui ont déjà ces mécanismes-là. Et au lieu d'avoir une liste, parce que là, on s'imagine un village, il y a beaucoup de villes au Québec, là, il y en a beaucoup que c'est 1000, 2000, 3000, 5000. Fait qu'avoir une liste, mettons, c'est 10%. Avoir une liste de 500 personnes, c'est pas trop pire, mais quand on tombe à la ville de Québec, Montréal, les 10 grandes villes, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup comment dire, de personnes. Et c'est beaucoup, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires, ça reste que la liste va toujours être moins grosse que le nombre de personnes qu'eux desservent. Et eux connaissent les besoins de leur population et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec ces personnes-là. Puis on voulait aussi sortir euh, du carcan, en fait, qui existe, qu'on a constaté dans la littérature, là, qui est vraiment que de se baser uniquement sur des données sociodémographiques, d'essayer d'aller voir où sont les personnes, parce que un des gros problèmes qu'on a en sécurité civile au niveau des vulnérabilités populationnelles, c'est l'isolement. Mais ça, il n'y a aucune donnée qui va nous donner, qui va nous permettre de savoir ça. Et souvent, les organismes communautaires sont à même de savoir ou de nous identifier ces personnes-là parce qu'ils les suivent déjà. Et encore là, malgré ça, on sait qu'il y en a qui passent à travers le filet, donc qui restent isolés. Donc c'est un peu ça. Merci. Je ne sais pas si ça répond, Alexandre, à ta question. Oui, ben, je comprends que le contact avec les organismes, c'est comme la porte d'entrée, Ouais. on va dire primordiale pour avoir ce genre d'informations-là plus vécues, là, puis plus... Ouais. ouais. Oui, puis en fait, c'est eux qui vont intervenir en bout de ligne. Fait que, oui, avoir une liste au Mm. niveau de la sécurité civile, c'est toujours intéressant, mais quand ça survient, la sécurité civile est occupée à coordonner les différentes actions de toutes ces personnes-là. Donc, nous, on part, en fait, nous, on prend on prend le pas sur dire, ben, si les organismes sont autour, sont impliqués et intégrés, comme on disait, au système de sécurité civile, ben, ça va se prendre en charge à ce moment-là, selon les fonctions de la sécurité civile même. Merci pour ta question, Merci. Alexandre.
Merci pour la réponse aussi. Avant de prendre la main levée, je vais juste prendre une des questions qui a été posée dans le chat. Là. La salle se déjeune tranquillement. Il y a plusieurs questions qui rentrent. Votre projet était d'abord destiné à travailler sur les inondations. Comment pourriez-vous imaginer la transposition au sujet des inondations? Euh, Si je comprends bien la question, c'est on travaille sur les inondations, comment on peut s'imaginer transposer ça à d'autres choses? Si, Catherine, j'ai mal compris ta question, je pourrais en refaire une autre réponse, puis j'essaierai de les faire courtes là, parce que je vois le temps avancer. Donc, c'est le défaut quand on pose une question à un prof. En fait, en prenant l'approche par conséquence, c'est là qu'on peut faire des transpositions parce que oui, il peut survenir une inondation qui va générer des conséquences sur un territoire, qui va générer surtout un manque de ressources ou une perturbation de ressources. Donc, que ça soit une inondation, un glissement de terrain, une tempête. Une fin de tempête comme on a eu avec Débit, que ce soit des inondations pluviales, fluviales, tu sais, peu importe. En fait, la transposition se fait. C'est pour ça que l'approche par conséquence, en fait, a été développée parce que on peut après ça le transposer très facilement. Donc, pour les besoins d'un projet, on est capable de se concentrer sur un type de perturbation possible, mais après ça, on peut très bien le transposer ailleurs. Donc, j'espère que ça répond à la question, Catherine. Euh, donc, euh, donc, merci pour la question. Euh, je vais prendre, ben là, je vois que Catherine n'a pas répondu, donc je vais prendre la main levée. Sophie Séguin-Lamarche. Bonjour Yannick. Très rapidement, là, moi je trouve ça super intéressant comme projet, puis je vais sûrement te poser d'autres questions là-dessus, mais juste pour le bénéfice de tout le monde, une fois qu'on est passé là, de la recherche théorique, puis des constatations que vous avez faites, comment est-ce que c'est transposé dans les municipalités? Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Parce que, tu sais, on sait que les municipalités, ils fonctionnent avec un sous-effectif, puis le lien avec les organismes communautaires, ça fait partie des premières choses souvent qu'on coupe. La concertation organisationnelle, ça fait partie des choses qu'on n'a pas le temps de faire, de tisser cette connaissance des organismes du territoire, cette connaissance de l'autre, puis d'apprendre comment travailler ensemble. On n'a pas le temps de faire ça. Donc, est-ce qu'il y a une municipalité, est-ce que Québec ou une autre municipalité a pris votre modèle puis a dit, ben nous, on va s'y mettre puis on va l'essayer pour vrai? Non, pas encore, pour être honnête, Madame Séguin-Lamarche, Sophie. Non, effectivement, en fait, ta question revient à trouver l'animateur crédible pour pouvoir faire ça. Dans certains endroits, il y a des tables de concertation, dans d'autres, tu sais, là, il y a toute une nomenclature au niveau des organismes communautaires, là, donc, en fait, il va falloir qu'on travaille. Tu sais, ce projet-là, en fait, n'a pas été aussi rapide qu'on voulait, donc on n'a pas pu exécuter tout ce qu'on voulait à l'intérieur des 2 années, mais c'est un projet qui continue. Donc là, on va travailler justement sur cet animateur crédible-là. Le milieu communautaire aussi est en train de ça, on s'en rend compte, là, plus il y a d'événements, en fait, plus la population est affectée, plus les organismes communautaires font du bruit. Donc là, il commence à s'organiser des choses aussi dans ce milieu-là qui fait que peut-être un animateur crédible va émerger et va pouvoir en fait devenir les yeux et les oreilles en fait de la municipalité avec cet animateur crédible-là. Au même titre que pour tu sais, au niveau de la MRC de Bon-Missisquoi, on a travaillé avec le CLD et c'est un animateur. C'est pas juste parce que c'est notre partenaire et qu'on les aime, là, mais c'est effectivement un des constats, c'est un animateur crédible pour ce qui est du contexte socio-économique. Mais oui, on pourra en discuter, Sophie, sans Ben, problème. ça, mettons, j'ai peut-être des propositions d'animateurs crédibles, on pourra s'en reparler. C'est bon, ça. Merci pour la réponse. En même temps, j'ai un commentaire là, dans le chat qui dit qu'avec les plans climat qui s'en viennent, les MRC vont devoir organiser ces Ouais. consultations-là et jouer à une certaine mesure un rôle. Ça m'amène peut-être à poser moi-même une question là, sur cette notion d'animateur crédible. Là. Je pense que c'est une notion qui fait de plus en plus qui prend de plus en plus sa place. Il y a une question de la crédibilité de l'organisation, mais il y a aussi il y a aussi la personne en soi qui joue le rôle et qui, dans certains cas, est lié à des caractères
à des traits interpersonnels lui-même. Ça prend des outils pour arriver à animer de façon efficace là, ce genre de démarche-là. Est-ce que c'est ce que vous comptez aussi? Est-ce que c'est ce que vous avez développé ou vous comptez développer aussi dans le cadre de vos travaux, les outils qui aident, qui appuient la personne qui doit jouer le rôle d'animateur crédible? Là, Benoît, si tu veux répondre à un moment donné, tu peux me couper, là, sinon je peux y aller, mais Non, vas-y, c'est bien ça. ouais, c'est bon, merci, Benoît. Mais en fait, on travaille avec. Ta question est super bonne, Alexandrine, parce qu'on ne s'est pas rendu dans ce niveau de raffinement-là. Nous, on travaille avec des organisations, en fait. Donc, quand on dit un animateur crédible, c'est pas tant une personne qu'une organisation. On veut pas. Puis je te dirais que euh, tu sais, je comprends qu'éventuellement, on va se rendre à une personne, on va essayer de résister le plus possible parce qu'il faut que ça soit vraiment, tu sais, si on en arrive à l'institutionnaliser, là, entre guillemets, au niveau d'une organisation, ben, ça veut dire que plusieurs personnes. Les outils qu'on développe présentement sont pensés pour ces organisations-là et non pour une personne qui aurait ça dans ses fonctions parmi d'autres choses et qui voudrait peut-être aller plus loin. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré pour le moment, mais tu as tout à fait raison. Euh, je te dirais, tu sais, de façon plus directe que c'est pas dans nos intérêts là, de savoir si la personne c'est une personne animatrice. Il y a peut-être d'autres chercheurs qui s'intéressent plus à cet aspect-là, mais nous, c'est vraiment quelle organisation peut prendre ça en charge et peut incarner cette animation-là dans le temps. Euh, et on travaille là-dessus à outiller cette organisation-là pour pouvoir faire ça. Merci pour la réponse. Je continue avec les dernières questions du chat. Donc, pouvez-vous montrer des exemples de données qui sont partagées sur le tableau de bord en temps réel? Ben, il y avait une diapo qui faisait ça. Sinon, je l'ai-tu encore d'ouvert? Attends un peu là. Ouais, mais pendant qu'on passe à la prochaine question, je vais me connecter, puis je vais pouvoir aider à ce niveau-là, si ça ne te dérange pas, Alexandrine. Il n'y a pas de problème. La prochaine est un peu plus longue, donc ça va te laisser plus de temps. Le concept de vulnérabilité faisant référence à l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation, avez-vous documenté à la fois la sensibilité et l'exposition économique ainsi que celle populationnelle face aux inondations? Puis, dans la capacité d'adaptation, avez-vous soulevé d'autres mesures autres que la disponibilité des génératrices? Donc, il y a deux questions là, dans la même question. Donc, d'abord, est-ce que vous avez documenté la sensibilité et l'exposition économique et populationnelle face aux inondations? Puis la deuxième s'adresse plutôt à Benoît Robert là, Je pour peux le répondre oui. pendant que Yannick travaille là, mais encore une fois, la notion d'inondation, oui, en fait, on n'a pas travaillé directement sur les inondations, sur les secteurs inondés, parce qu'on a abordé le volet plus général des conséquences ou des vulnérabilités à la population par rapport à de multiples aléas, dont les inondations. À la Ville de Québec, on a travaillé dans un secteur où il y avait des inondations récurrentes. À Brome-Missisquoi, on a fait l'ensemble du territoire sans vraiment travailler sur un secteur relié à des rivières ou à des barrages qu'il y a sur le territoire. Donc, on a une vision plus globale par rapport à ça. Puis, la capacité d'adaptation, oui, c'est sûr qu'il y a les génératrices, il n'y a pas uniquement les génératrices, mais justement, la capacité d'adaptation la première chose à faire pour s'adapter, c'est de communiquer. Donc, la première étape de la communication, c'est de créer un peu d'abord avoir la connaissance des différentes vulnérabilités, engager un dialogue, engager une coopération pour que quand arrive un événement réel, on passe de la coopération à vraiment la collaboration, la coordination, là où on a un but précis. Mais c'est clair que si on n'a jamais travaillé ensemble, si on ne se connaît pas, ça arrive souvent, ce genre de choses. Quand il y a une crise, on ouvre un bureau de crise et là, les gens arrivent là, ils ne se connaissent pas, ils ne sont jamais travaillé ensemble, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a là, puis là, on leur dit, vous allez collaborer. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de briser un peu ce processus et donc d'amener les gens à collaborer avant
pour que quand il faille s'adapter, ben, ils aient déjà des bons réflexes et des bons mécanismes de coopération et de bons mécanismes de collaboration. Et on revient sur le rôle de l'animateur qui doit maintenir ça dans le temps, j'allais dire en temps de paix ou vraiment dans les phases de préparation au niveau de mesures d'urgence. Et si on va aller un peu plus loin, une génératrice, c'est plus une mesure de protection que d'adaptation, là. Parce que de l'adaptation réelle, on en fait très peu, mais ça, on n'en sera pas le débat ici, là. Il est quand même 54 puis il reste 6 minutes. Mais c'est ça. Benoît a Vous avez super bien répondu. vous avez des images à montrer? Ouais, ben en fait, je peux vous montrer, tu sais, tantôt, on a, en fait, je vais juste vous replacer correctement, là. Donc, tu sais, tantôt, on a présenté, en fait, tu sais, c'est ça, on a différents onglets, là. Ici, on parle de maintien. Tantôt, on parlait d'échelle de transition et de délai de transition. Donc, on a été chercher, en fait, et là, plus on va zoomer, plus normalement les données s'adaptent. Cool, ça marche. D'habitude, ça marche pas quand on fait des tests, là, ça marche. C'est génial. Donc, les données vont vraiment aller s'agréger selon le secteur. Donc, s'ils veulent voir un secteur plus précis, ça nous permet de voir. Et en fait, ici, on a des autonomies, en fait, pour des produits pétroliers. Mais si, tu sais, on n'en a pas parlé, mais après, il y a le volume de carburant qu'on a regardé aussi, quel volume de carburant ça prend. On a regardé aussi au niveau du gaz naturel, mais là, ça se peut que dans dans ce côté-ci, il n'y en ait pas. On l'a en heure, on l'a en jour. Fait que là, ici, on a les différentes génératrices. Souvent, c'est inconnu là, au niveau du gaz naturel, mais c'est vraiment spécifique à cette région-là. Donc, c'est un peu ça l'outil qu'on a. Puis, en fait, il y a un questionnaire qui est disponible que les gens peuvent aller remplir pour que le CLD, en fait, envoie ça aux différentes entreprises. Puis, à chaque fois qu'une entreprise le remplit, elle va apparaître. Euh, et éventuellement, ils vont pouvoir envoyer des mises à jour. En fait, ça aller mettre vos données à jour. Est-ce que c'est toujours exact? Parce que tu sais, dès qu'on développe ce type d'outil-là, c'est valable au moment où je le regarde, mais tu sais, dès que la donnée est rentrée, si moindrement qu'il se passe quelque chose et la donnée est mise à jour, ben faut s'assurer d'une mise à jour constante. Donc, éventuellement, on va travailler là-dessus avec eux, mais c'est ça. Donc, c'est ça que ça nous permet. Donc, c'est ça qu'on a fait. Comme si je disais interruption, maintien des activités. Donc, on dit peuvent-elles être maintenues pendant toute la durée de la panne. Donc, on a quand même un bon 17%, là, 5 répondants qui nous ont dit oui, c'est possible. Et tout le reste qui nous ont dit non, c'est pas possible. Si on veut si on veut avoir au niveau des échelles, on sait que dans ce secteur-là, tout le monde va faire une transition partielle. Donc, personne ne va faire une transition totale. Après ça, en fait, c'est aller questionner, c'est aller voir. Donc, on a autant des éléments pour soutenir une prise de décision que pour avoir un portrait à travers ce tableau de bord-là. Donc, c'est un peu ça, là. J'espère Ouais, que ben, ça. je rajouterais une Oui, chose aussi, on parle de partenaires crédibles, donc c'est le CLD qui décide des secteurs qu'il va privilégier oui. selon leur stratégie qu'ils ont dans leur bureau. Et quand ils rencontrent des gens, ben là, ils vont les amener à faire ça. Donc, c'est vraiment eux qui décident. C'est pas un questionnaire là, accessible à tout le monde. Puis je rentre ça parce que ça me tente. C'est vraiment en collaboration avec les gens du CLD selon leur stratégie, selon leur travail. Donc, ils travaillent avec les gens du milieu. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment une prise en main de ces outils par le milieu. Donc, j'espère que ça répond à la curiosité de voir le tableau de bord. Donc, tu sais, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi complexe que ça. Tu sais, aller chercher ces données-là, justement. Tu sais, c'est CLD, en fait, qui nous guide à travers qu'est-ce qu'eux ont de besoin. Donc, on part vraiment là-dessus plutôt que de leur imposer un paquet de données qui parfois sont tu sais, c'est intéressant à savoir, mais ne supportent pas nécessairement une décision. Donc, on s'est assuré avec eux que tout ce qu'il y a là rentre dans leur processus décisionnel et qu'il n'y a pas nécessairement de bruit. En fait, s'ils veulent des données plus complètes, ils ont d'autres outils pour ça. Ils ont déjà des outils, fait qu'on voulait vraiment s'inscrire en complémentarité avec ça.
Mais merci pour les réponses, merci pour la présentation. C'est ce qui mettrait fin au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais une fois de plus le remercier Yannick Aymon, Benoît Robert, mais aussi Karim Chokmani pour le premier webinaire. Je vais également vous remercier pour votre participation, puis au plaisir de vous revoir lors d'un prochain webinaire.